François Blanquin. Je travaille dans l'équipe de Jean-Michel Hélois à Amiens, dans l'ESCLAP, et je m'occupe depuis un certain temps du post-colonial, de différents angles, de différents points de vue. J'ai fait notamment du terrain au Maroc. J'ai fait aussi du terrain, mais beaucoup moins dans certaines banlieues françaises. Je m'occupe du postcolonial du point de vue de certaines productions culturelles, comme le cinéma de banlieue, comme la rap, la raï, le zouglou. Et depuis un peu moins de temps aussi, de la littérature qui relève aussi du postcolonial. Certains auteurs, certains romanciers que l'on peut situé dans ce champ-là. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'un écrivain franco-tunisien qui s'appelle Abdelwahab Medeb, qui est situé en France, qui est basé en France, qui est professeur à Nanterre en littérature comparée et qui a donc écrit plusieurs romans, entre autres. Et les deux romans, notamment, dont je vais parler, sont Talismano, qui est son premier roman, et aussi Fantasia, qui est également une œuvre qui mérite notre attention. Donc, Abdelwahab Medeb est lui-même banlieusard. Il se dit donc originaire d'une famille résidente dans un quartier périphérique de Tunis. Il est donc migratoire, imposé par la condition coloniale. Et condition coloniale qui se mue par la suite en condition postcoloniale. Dans une interview, Medeb se souvient très bien de ses premiers pas de la scolarisation dans les termes suivants. Donc, je vais donc citer un extrait de cette interview. Et voilà qu'à 6 ans, en 1952, donc on est en pleine phase, pleine époque coloniale, 52, j'entre en cours préparatoire à l'école franco-arabe. Accès au français, une troisième langue que je n'avais jamais entendue. En troisième langue, donc les deux variétés, l'arabe dirija, donc l'arabe dialectal, plus fosha, donc l'arabe littéraire, ils comptent ça donc comme deux langues. Donc une troisième langue, donc c'est le français, troisième langue que je n'avais jamais entendue, ayant vécu jusque-là dans un milieu strictement unilingue, donc strictement arabophone. Nouveau choc, nouvelle terreur, parce que la langue paternelle avait déjà un rapport à la terreur. La langue paternelle, c'est pour lui l'arabe fosha, l'arabe coranique, l'arabe classique, l'arabe codifié. Parce que l'arabe fosha, c'est l'arabe codifié, c'est la loi, la langue de la loi, qui est transmise, l'arabe fosha est transmis par l'autorité. Ce code rigide pèse sur lui comme un code légal. Et ce même rapprochement à la langue paternelle, langue de la loi, devient ensuite pour lui aussi le français, contrairement à l'arabe dialectal, qui est pour lui la langue maternelle, parce qu'elle est liée à l'expérience directe, immédiate du vécu. Donc, puis, je continue donc, dans cette interview. Je allais à l'école franco-tunisienne, à pied, dans un Tunis que je traversais sous haute tension. C'est très étonnant de remettre ses pas dans ceux que vous avez franchis si jeune. Je retrouve des éléments que je retrouve dans mon premier livre, Talismano.
Nous vivions dans une banlieue proche, à environ 1 kilomètre des murs de Tunis historique. Pour nous rendre à l'école à pied, il fallait passer devant le grand tribunal de Tunis où se déroulaient à intervalles réguliers des procès nationalistes qui combattaient, pour l'indépendance du pays. Et il y avait des gendarmes français qui nous faisaient très peur. Et parfois, la tension était telle que pendant 10 ou 15 jours, nous restions à la maison. Cette sortie vers l'école a été pour moi déterminante. Et puis, encore plus loin, j'éprouvais une immense fascination et un désir irrépressible, au départ, bien sûr, inconscient, d'aller vers cette langue étrangère. C'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé alors, j'avais commencé à couper avec la langue arabe, avec la lecture de l'arabe, et que c'était embrasé en moi la passion du français. Donc ainsi, c'est ça ce qui m'intéresse dans toute cette problématique. Donc dès le début, on peut identifier au fond de son expérience la quête des moyens d'expression qui correspondent à ses besoins d'expression. Et ces moyens d'expression se situent toujours dans un ailleurs. Il ne les trouve justement pas dans son quartier de banlieue, qui se trouve à la périphérie, tant de l'espace urbain que de l'hégémonie culturelle, l'hégémonie langagière, l'hégémonie généralement symbolique. Mais il va la chercher au centre-ville de Tunis, donc dans la ville coloniale, qui est aussi centrale, hégémonique à tous égards, et justement tout ça ce qui fait défaut dans les quartiers de banlieue. Puis, il doit quitter ce centre colonial à la quête d'un centre encore plus central, qui est justement le milieu métropolitain de la France métropolitaine, où il réside toujours, en l'occurrence Paris, comme capitale de la France, où il retrouve de nouveau des éléments périphériques déterritorialisés. Donc il retrouve ensuite toutes sortes de codes déterritorialisés qui se sont installés à Paris par voie de migration postcoloniale notamment, dont l'arabe, justement. Donc, c'est ainsi que le centre lui échappe à chaque fois. Cette référence centrale est laissée vacante par une absence indépassable, ce qui est la base du principe de ce qu'on peut appeler l'écriture nomade chez Medem. Alors, quand je parle de nomadisme, c'est toujours par référence à Deleuze, Guattari, Gilles Plateau. Donc, ce qui est maintenant spécifique chez Medeb, c'est que ce nomadisme symbolique, dans le processus d'écriture, s'amalgame avec les représentations spatiales de la ville et de sa périphérie. C'est pour cette raison, justement, que je parle dans le titre d'espace-langue, qui joue un rôle principal dans la critique aussi de l'islam, de l'islamisme contemporain, qui est à ses yeux l'un des fléaux qui frappent les civilisations tant orientales qu'occidentales. Et à ses yeux, ce sont les banlieues, en Europe notamment, qui sont, entre autres, un creuset de fermentation de ces excroissances. Donc lui, il prône notre vision de l'islam, dans plusieurs ouvrages, notamment dans celui-ci, merci, donc Le Paris de civilisation. Il y a d'autres ouvrages aussi où il explique ses points de vue. Et là aussi, il y a la vision
nomade de l'islam. Hein, donc, ce nomadisme qui se trouve dans son expérience personnelle, dans sa biographie, dans son écriture, dans sa vision des différents codes, se reflète aussi dans sa vision de l'islam. Donc, il explique que dès le début, hein, l'expérience de l'exil, l'expérience de l'errance a été fondatrice, hein, de l'islam. Il évoque l'hégire, bien sûr, ça c'est un motif qui s'impose directement, mais il recule encore plus loin. Et il parle de Agar, la mère d'Ismaël, qui était donc la co-épouse d'Abraham et qui a été chassée avec son enfant Ismaël par Abraham et qui a fait une errance dans le désert. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a tout un arrière-plan psychanalytique de ces implications qui ont par ailleurs été développées par Fethi Ben Slama, qui n'est pas cité par Medeb, mais si on veut comprendre les références à Agar, ces références à l'Égir, ces références à l'exil, à l'errance, tout ce syndrome erratique, hein, il faut avoir une idée du point de vue psychanalytique de